Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. Je suis répartiteur du 911 depuis environ 3 ans maintenant. Je ne sais pas comment ma vie m'a finalement amené à travailler dans ce domaine, mais d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, c'est pas le meilleur travail à occuper. Le salaire n'est pas bon du tout, et il vaut certainement pas les montagnes russes émotionnelles qui l'accompagnent. Je peux pas vous dire combien de nuits blanches j'ai eues à cause de ce que j'entends sur la ligne. La plupart de mes appels ne sont pas trop mauvais, principalement des disputes domestiques mineures et des rapports de vol à main armée. Mais en de rares occasions, je recevais un appel inquiétant, décrivant une scène de meurtre ou quelque chose du genre. Les appels avec les enfants étaient également parmi les pires, mais un appel ressort. Et il s'est produit il y a seulement quelques semaines. Je vis dans une assez petite ville, donc la criminalité n'est pas le plus gros problème. Mais je suppose que c'est pourquoi chaque fois que je reçois un appel concernant un meurtre ou un crime horrible, ça me frappe encore plus émotionnellement. Tous les appels me parviennent, mais pas autant que les plus sérieux. Je dis pas que certains sont sérieux et d'autres non, mais vous comprenez. Il y a quelques nuits, j'ai reçu un appel vers 22h30. Je travaille généralement pas la nuit, mais un de mes collègues était malade. Alors je me suis porté volontaire pour un double service, car mon patron me paierait des heures supplémentaires si je le faisais. Je suis juste assis à mon bureau, rêvassant de n'importe quoi, quand je reçois l'appel. Je me prépare et réponds. 911, les urgences, j'écoute. Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, arrêtez-la! J'ai été complètement pris au dépourvu par l'appelant qui criait dans le téléphone, et j'ai immédiatement été mis en alerte. L'appelant était un homme, comme je pouvais le constater à la profondeur de sa voix. Je savais déjà que c'était pas un appel de routine, et j'ai immédiatement essayé de le calmer, pour pouvoir savoir où il se trouvait et envoyer la police, les pompiers et les ambulanciers sur place. Monsieur, calmez-vous, j'ai besoin que vous me disiez où vous êtes. 612 rue Yocard, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un, j'ai un intrus, et elle essaye de me tuer! La rue Yocard se trouvait à la périphérie de la ville. Il faudrait donc au moins 10 minutes à la police pour y arriver. J'ai dû obtenir suffisamment d'informations de la part de l'appelant pour informer les agents itinérants de ce à quoi ils seraient confrontés si la situation dégénérait. La police est en route. Êtes-vous blessé ? Non, mais elle veut me faire du mal. Elle détruit tout dans la maison et elle hurle à plein poumon. Grâce au téléphone, je pouvais maintenant entendre les cris étouffés d'une fille. Il était désormais évident que l'intrus se trouvait à l'intérieur de la maison. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison à part vous et l'intrus ? Non, j'étais seul avant qu'elle entre par effraction. D'accord. J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Enfermez-vous dans une pièce et cachez-vous. Restez en ligne avec moi. Je suis déjà enfermé dans la chambre et je suis caché sous le lit. D'accord, bien. Dites-moi ce qui s'est passé. Je sais pas, je me suis réveillé et j'ai entendu des bruits dans le salon. Je me suis levé et j'ai enquêté. Il y avait une fille debout là, en train de jouer avec l'une des armoires. J'ai essayé de retourner tranquillement dans ma chambre et d'appeler à l'aide, mais dès que j'ai bougé, elle m'a remarqué. Une fois qu'elle m'a vu, elle a crié si fort et m'a chargé. J'ai couru vers ma chambre et j'ai claqué la porte. J'ai ensuite verrouillé. Elle est près de votre chambre ? Non, je pense pas. Nous entendons alors tous les deux une forte détonation, et l'homme pousse un cri effrayant. Ah! Oh mon Dieu, elle frappe maintenant à la porte! Grâce au téléphone, j'entendais les coups rythmés sur le bois. Maintenant, je savais que la situation devenait pire. La plupart des intrus, s'ils sont attrapés par les occupants de la maison, tentent généralement de s'enfuir. Cet intrus n'est pas reparti après avoir été aperçu. Elle essayait maintenant de le tuer. S'il vous plaît, dites à la police de se dépêcher, je pense qu'elle est sur le point d'enfoncer la porte. Ils sont en route. Ils y seront bientôt. J'ai prié pour qu'ils le soient. Pouvez-vous me décrire la fille ? Oui, je peux essayer. Déjà, je paniquais pour l'appelant. J'aurais pas pu imaginer à quel point toute la situation serait effrayante. Mais la description que l'appelant m'a ensuite donnée était vraiment horrible. Elle ressemble à une enfant. C'est pas une adulte. Ça, je le sais avec certitude. Elle semblait avoir au moins 7 ou 8 ans.
Elle portait une petite jupe sur laquelle il y avait des taches sombres. Ses cheveux étaient foncés et arrivaient à peu près aux épaules. Sa tête pendait jusqu'à son cou, mais ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux, ils étaient plus là, ils manquaient, il n'y avait pas de lumière. Les orbites semblaient vides. Je devenais de plus en plus horrifié à mesure qu'il la décrivait. C'était plus un cambrioleur typique. Aucune petite fille ne s'introduit par effraction dans une maison au milieu de la nuit avec l'intention de tuer. Cette petite fille n'avait même pas l'air humaine, pas d'après la façon dont son interlocuteur la décrivait. 5 minutes s'étaient écoulées et j'ai prié pour que la police arrive bientôt. L'homme pleurait à ce moment-là et il devenait de plus en plus paniqué à chaque seconde qui passait. Savez-vous pourquoi cette fille a pu s'introduire par effraction chez vous ? Ah non, je sais pas. Il s'est ensuite arrêté quelques secondes avant de continuer. Elle a arrêté de frapper à la porte. J'ai écouté et il n'y avait rien, aucun bruit, à part les respirations paniquées de l'appelant. D'accord, restez très silencieux, et restez avec moi, et restez où vous êtes. D'accord. Si vous pensez qu'elle quitte la maison, dites-le moi s'il vous plaît. Eh bien, maintenant que vous le dites, c'est pas ma maison. Attendez, pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Bah c'est... Il n'a même pas pu finir ce qu'il allait dire. Dès qu'il a parlé, j'ai entendu un fracas massif, et l'homme a crié. J'ai entendu les cris déchirants de l'homme et de l'intrus. La ligne s'est alors interrompue. Je restais assis à mon bureau, figé et silencieux, pendant quelques minutes. Je me suis alors pris la tête dans les mains, et un de mes collègues répartiteurs qui avait entendu ma conversation, alors qu'il était assis à son bureau, était immédiatement venu me réconforter. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer, et son visage est devenu blanc comme neige. Il était horrifié. Il doit cependant être reconnaissant de ne pas avoir eu à l'entendre lui-même. La police est arrivée très peu de temps après. Je voulais découvrir ce qui se passait le plus tôt possible. Heureusement, j'ai une amie dans la police qui m'a raconté ce qu'elle et les autres agents ont découvert. Voici ce qu'elle m'a dit lorsque je lui ai parlé le lendemain. La maison n'a fait l'objet d'aucune effraction. Aucune fenêtre n'a été brisée, et les portes avant et arrière étaient verrouillées et sécurisées. Elle et les autres agents sur place étaient abasourdis, car ils ne parvenaient pas à comprendre comment l'intrus était entré. Cela signifiait soit que l'intrus avait été volontairement laissé entrer dans la maison, ce que l'appelant ne m'a pas dit, soit que l'intrus était déjà dans la maison lorsque l'appelant est revenu dans une maison qui n'était même pas la sienne, ce qui, à l'époque, semblait être le plus probable. Néanmoins, les flics ont finalement réussi à ouvrir une fenêtre et à entrer pour vérifier si l'appelant allait bien. La maison était en désordre. Tout, des cadres au verre en passant par un réfrigérateur, tout a été détruit. C'était comme si une équipe de démolition s'en était donnée à cœur joie à l'intérieur de la maison. La porte de la chambre a été arrachée de ses gonds. La porte était en morceaux et il y avait des éclats de bois partout. Si les flics n'étaient pas déjà effrayés à ce stade, ils commençaient tout juste à l'être. Mon ami m'a dit qu'un cambrioleur n'aurait pas pu causer autant de dégâts à la porte d'un seul coup. Encore moins une petite fille. Elle était déjà nerveuse, mais la situation a empiré lorsqu'ils ont finalement trouvé l'appelant. L'homme a été retrouvé dans la salle de bain, relié à la chambre dans laquelle il se cachait. C'était horrible. Son sang était partout. La majeure partie coulait d'un trou béant dans sa région abdominale. Une partie, cependant, se trouvait sur les murs de la chambre et au plafond. Ses yeux manquaient également. Mon ami a dit que quelques policiers se sont évanouis ou ont vomi à cause du choc, après avoir vu les atrocités macabres qui sont arrivées à l'homme. J'étais déjà horrifié par ce que j'avais entendu. L'homme était mort d'une mort très violente, et cet intrus était toujours là. Mais mon ami m'a alors dit quelque chose qui a rendu cette affaire encore plus effrayante qu'elle ne l'était déjà. En regardant autour de la maison, l'un des agents a trouvé un mur déplacé près de la cuisine. Le mur semblait artificiel. Il était relié à un autre mur, mais ne mesurait qu'environ 4 pieds de haut et semblait ne servir à rien. Ça ressemblait presque à une barrière menant à la cuisine, comme s'il y avait une ouverture juste à côté. L'officier a frappé légèrement. Non seulement il était creux, mais quand l'officier a frappé, un petit trou s'est ouvert. Il frappa alors très légèrement, mais le mur était si faible qu'il disposait d'une force suffisante pour le pénétrer. Il a allumé une lampe de poche à l'intérieur et a vu une couverture par terre. Mais ce qui attira son attention, c'était pas la couverture elle-même, mais plutôt la bosse en dessous. Il a appelé les autres officiers à venir vers lui dès que possible, et ils ont franchi le reste du mur. Ils ont inspecté la couverture, et l'un des agents l'a légèrement relevée. Ce qu'ils ont découvert était tout aussi inquiétant que l'appelant mort. C'était le cadavre d'une jeune fille. Ils ont immédiatement bouclé la zone,
et des techniciens de scène de crime sont venus enquêter. Après un certain temps, le coroner est venu et a amené les 2 corps à la morgue. Quelques jours plus tard, le reste des détails ont été révélés sur cette affaire. J'avais hâte d'entendre ce que le coroner et la police avaient découvert. Et mon amie m'a appelé pour me raconter le reste de l'histoire dès qu'elle l'a découvert. L'appelant était décédé, et c'était le terme exact utilisé par mon ami, d'une perte de sang après avoir été vidé. Ses yeux n'ont jamais été retrouvés. La jeune fille a été identifiée comme étant Taylor Waterton, une fillette de 9 ans, disparue il y a plus de 2 ans. Elle a disparu d'un terrain de jeu local et a été vue pour la dernière fois portant une jupe à pois. J'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que je trouve l'affiche d'une personne disparue avec sa photo dessus. C'était une jolie petite fille, avec des cheveux noirs qui lui arrivaient jusqu'aux épaules. En regardant sa photo, je pouvais pas m'empêcher de penser à cette jupe qu'elle avait vue pour la dernière fois. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et puis ça m'a frappé. Et je me suis presque évanoui en me rappelant ce que l'appelant m'avait dit. Elle portait une petite jupe sur laquelle il y avait des taches sombres. Ses cheveux étaient foncés et arrivaient à peu près aux épaules. Apparemment, le coroner a déterminé qu'elle n'était pas morte depuis si longtemps. Selon lui, elle semblait être morte depuis moins d'1 mois. Bien que la cause du décès n'ait pas pu être déterminée avec exactitude, son cou était cassé, et c'était pas une autopsie. J'ai dit à mon ami, lorsque je lui ai parlé pour la première fois, que l'appelant avait dit que la maison n'était pas la sienne. Elle a fait quelques recherches et m'a fait un rapport à peu près au même moment où le reste des détails ont été publiés. La maison appartenait à un homme nommé Travis Queensley, récemment porté disparu. Il avait apparemment dit à sa famille qu'il partait en voyage au Canada, car il avait quelques amis qui vivaient là-bas et qu'ils allaient passer une semaine entre hommes. Cependant, il n'est pas revenu quand il était censé le faire. Pendant ce temps, sa famille gardait la maison à tour de rôle. C'est son frère Colby qui a appelé. Je savais à quoi il ressemblait. Sa photo a été diffusée plusieurs fois aux informations depuis que son corps a été identifié aux côtés d'une enfant disparue. C'était un jeune homme, aux cheveux raides blonds vénitiens et de constitution normale. Après avoir parlé à mon ami, j'ai recherché une photo de ce à quoi ressemblait Travis. Je voulais au moins avoir une image de son visage que je pourrais mettre au fond de mon esprit. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai regardé une photo de lui avec son frère sur l'un de ses comptes de réseaux sociaux. Elle était sous-titrée « De retour avec le jumeau ». Il ressemblait exactement à Colby. L'esprit en colère de la petite fille avait confondu le jumeau avec son frère Travis, qui l'avait kidnappée, retenue prisonnière, puis assassinée. L'enfant voulait se venger, mais elle a juste traqué le mauvais jumeau.